Merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que mon exposé ne va pas tomber comme un cheveu dans la soupe, parce qu'il va traiter d'une matière qui est un peu décentrée par rapport au titre du colloque, à savoir pensée rationnelle et pensée émotionnelle, encore que je vais vous entretenir de la monnaie. Et la monnaie est un phénomène tout à fait insaisissable qui se situe entre la rationalité du fait économique et l'irrationalité de l'adhésion collective à un symbole que nous avons nous-mêmes créé et qu'on peut assimiler à un artefact. Voilà, alors cette présentation est en fait un chemin que j'ai moi-même emprunté pour essayer de comprendre le phénomène monétaire. Et je dois vous confesser que plus j'y pense, moins je comprends. Moins je comprends parce que je n'arrive pas intellectuellement à saisir l'insaisissable, c'est-à-dire à conceptualiser de manière stable mentalement un phénomène qui est un flux et qui est en fait créé par l'adhésion répétée qui renforce sa propre crédibilité. Je n'arrive donc pas à modéliser le phénomène, et c'est donc pour ça, je suppose, qu'on a retenu ce sujet dans le cadre de ces séminaires entre le rationnel et l'émotionnel. Donc voilà, j'avais cru comprendre la monnaie quand j'étais jeune, et puis progressivement, j'ai de moins en moins compris, jusqu'à ne plus rien comprendre. Et finalement, c'est en m'intéressant à l'aspect sémantique du mot monnaie que je crois avoir peut-être trouvé un élément de réponse que je vais aujourd'hui partager avec vous, mais je le répète, sans pouvoir aller au bout de cette explication holistique du phénomène. Et cette dernière allumette que j'ai craquée pour comprendre le phénomène, c'est donc l'origine du mot monnaie. L'origine du mot monnaie, ça vient en fait d'un mot latin qui est le verbe monere, qui veut dire avertir. Et en fait, si la monnaie vient du mot avertir, c'est parce que la monnaie était à Rome, battue dans un palais d'une déesse qui s'appelle la déesse Junon, qu'on a d'ailleurs qualifiée de Junon Moneta, qui est la mère cosmique qui aurait averti, d'où le mot monere, les Romains de l'imminence d'un tremblement de terre. On parle aussi du fait que c'est à l'endroit où les oies du Capitole auraient été parquées que ce palais a été construit. Et donc, il y a dans la monnaie, dans l'expression, ou en tout cas dans la juxtaposition de la divinité et du phénomène monétaire, un avertissement. Un avertissement. Et donc, la question est de savoir, mais de quoi la monnaie doit-elle ou avertit-elle ? Sachant qu'on lie un phénomène humain, le fait de battre monnaie, avec un phénomène divin. Et si Junon Moneta est la mère cosmique, c'est aussi la déesse de la fertilité. C'est la déesse de la voie lactée, la voie lactée provenant du fait que ça ramène au lait maternel. Et donc, il doit y avoir dans le phénomène monétaire un avertissement, mais aussi l'amorce ou la possibilité d'une certaine prospérité que la monnaie peut entraîner, avec ce rappel qu'il y a un avertissement, que peut-être tant la monnaie que la divinité peuvent disparaître, ou à tout le moins que la fécondité qui peut être entraînée par la monnaie peut elle-même être escamotée. Voilà, donc ça c'est la photo de Junon Moneta. Donc quelle est la trame de mon exposé ? Je vous parlerai des fonctions de la monnaie, de son évolution conceptuelle et de son étatisation progressive. Je ferai une courte référence théorique à différents auteurs. Je parlerai de temps et d'intérêt, sachant que le taux d'intérêt est le prix du temps, ce n'est pas négligeable dans le cas de l'exposé. Je parlerai de la création de la monnaie, de l'euro, et puis j'essaierai de tirer une conclusion, mais qui sera inaboutie, comme je viens de vous en prévenir. Donc d'abord, la monnaie, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène de nature sociologique. La monnaie, en fait, établit un rapport de confiance entre les humains. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la monnaie permet de dépasser le troc qui lui-même confine l'échange à des zones temporelles et géographiques limitées, il faut qu'un rapport de confiance permette la dissémination de la monnaie au-delà de ce champ spatio-temporel. Et donc la monnaie devient ce qu'on appelle, ou s'impose par adhésion, un équivalent général. C'est-à-dire que c'est l'unité de mesure au travers de laquelle l'ensemble des biens sont valorisés, si tant est qu'ils doivent l'être. Quand je dis bien, j'assimile bien sûr les services. Et donc la monnaie a une fonction utilitariste dans cette perspective. Alors, la monnaie, et c'est assez singulier, est devenue un phénomène
quasiment spontanée dès que le troc s'est étendu. Parce que sans la monnaie, il n'aurait pas été possible d'étendre, comme je le disais, le champ du troc, puisqu'il n'aurait pas été possible de transporter la valeur au-delà de la rencontre physique des personnes. Et donc, ce qu'on a remarqué, et certains historiens, dont Bernard Liétard, qui est un des seuls hommes, à mon avis, au monde, qui a bien compris le phénomène monétaire, a décelé, c'est que la monnaie n'existait pas dans les cercles tribaux qui vivaient quasiment de manière insulaire ou de manière isolée, parce qu'à partir du moment où les gens se connaissaient et vivaient ensemble, il n'était pas nécessaire d'avoir une monnaie. Mais dès que les populations ont dû migrer, suite à des phénomènes belliqueux, à des phénomènes géologiques, climatiques, la monnaie a dû s'imposer pour transporter le troc dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est d'ailleurs très intéressant de remarquer qu'il semblerait que la monnaie soit née au moment de la désertification de l'Afrique saharienne. À cette époque, avant la désertification, des peuplades vivaient quasiment en autarcie, et ces désertifications les a forcées à se déplacer. Elles se sont déplacées vers la Mésopotamie, vers d'autres endroits, vers l'Égypte, et ce déplacement a entraîné l'abandon d'un système matriarcat pour entrer dans des systèmes de patriarcat, et corrélativement, la guerre et la monnaie se sont imposées. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ces populations migrent, mais donc sont entrées en conflit avec d'autres populations qui elles-mêmes ne voulaient pas partager leurs ressources. Et puis la guerre s'est transformée en une guerre monétaire, à savoir que celui qui prenait l'expression de la richesse de quelqu'un d'autre pouvait faire commerce et se déplacer un peu plus loin. Et donc, il semblerait que la monnaie soit née dans un filament de désertification de l'Afrique saharienne. Alors, la monnaie est devenue aussi, et c'est intéressant de le signaler, est devenue consubstantielle à l'acte d'échange, puisque l'échange aujourd'hui, s'il ne passe pas par le troc, passe de manière transitive par la monnaie, et donc il n'y a pas d'échange sans que de manière même extrêmement fugace, il y ait l'expression du monnaie. Donc ce qui se passe, c'est que dans la moindre des transactions, il y aura un bien qui sera échangé contre un autre, mais il y aura corrélativement de la monnaie qui va être échangée pour en payer le prix par une des deux parties. Et dans cette perspective, on peut, et c'est lié d'ailleurs à la notion de troc, on peut comprendre que la divisibilité de la monnaie correspond à la division du travail lui-même. À savoir que si on divise le travail, qu'on sort du troc, et donc on peut fragmenter les tâches qu'on est capable de mettre en œuvre, on doit diviser la monnaie au même rythme que cette capacité à fracturer le temps ou son propre travail. Alors, la monnaie conduit aussi à ce qu'on remplace une marchandise par son prix. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que finalement, j'y reviendrai tout à l'heure, la monnaie n'est pas valeur, mais la monnaie n'est que représentation de la valeur. En fait, en tant que tel, un billet de 5 euros, de 100 euros, de 500 euros ne vaut rien. Il ne vaut que lors de sa validation par l'acte d'échange. Et c'est ça qui est très troublant dans ce phénomène monétaire, et je reviendrai à plusieurs reprises, c'est que finalement, cette association de cette représentation de la valeur à la valeur elle-même, c'est-à-dire qu'on dit qu'un billet de 5 euros vaut bien 5 euros, alors qu'en fait sa valeur intrinsèque est quasiment nulle, provient d'un phénomène d'adhésion collective qui est entretenu en permanence par le flux de commerce qui est lui-même facilité par l'utilisation de la monnaie. Donc c'est une sorte de spirale assez étonnante et évolutive en même temps dans le temps. La monnaie est aussi un facteur de... Je ne sais pas s'il y a un petit beamer, un petit zapper. La monnaie est aussi un facteur de normalisation collective, j'y reviendrai. D'ailleurs, ça explique pourquoi la monnaie a été étatisée et pourquoi les États se sont arrogés le privilège de battre monnaie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, de manière plus traditionnelle, quelles sont les 4 fonctions de la monnaie ? C'est d'abord une unité de compte, ça tombe sous le sens. C'est un étalon monétaire qui permet de se faire rencontrer les courbes d'offres et de demande dans un système qui serait différent du troc. C'est bien sûr un instrument de transaction, mais c'est aussi un facteur de thésaurisation. C'est aussi intéressant de remarquer que quand on parle de monnaie qui représente la valeur plutôt qu'elle ne l'est, la monnaie a ces 2 fonctions d'être utilisée pour des transactions, mais aussi pour préserver ou pour arbitrer la consommation présente et la consommation future. Finalement, quand on épargne de l'argent, c'est qu'on renonce à une consommation contemporaine pour transporter la consommation vers le futur. Et la réalité, ou en tout cas la pérennité du phénomène monétaire, tient dans la
tension, au sens physique, qui existe entre ces deux fonctions de transaction et de thésaurisation. À savoir, et je viendrai de nouveau, une monnaie qui ne pourrait être que transactionnelle, c'est-à-dire qui ne pourrait pas être thésaurisée, disparaîtrait instantanément, parce qu'elle s'assimilerait à une monnaie qui doit immédiatement être consommée, puisque toute minute, toute seconde de thésaurisation ne serait pas autorisée. Et donc, la monnaie mettrait fin à elle-même. Et inversement, une monnaie qui ne pourrait être que thésaurisée et non utilisée pour des phénomènes de transaction, comme l'or l'est, par exemple, dans les économies, on ne peut pas payer avec des pièces d'or, sauf dans certains États américains. Cette unité de thésaurisation rendrait impossible autre chose que le troc. Donc, la réalité du phénomène monétaire se trouve dans la tension entre ces deux fonctions. Et j'y reviendrai parce que c'est important de comprendre en termes de gestion de la monnaie par les banques centrales, pourquoi certaines banques centrales, comme la Banque centrale européenne, déterminent la quantité de monnaie sur base de sa propre dépréciation inflationniste, à savoir ces fameux 2% d'inflation dont on parle depuis des années dans la presse financière. Alors voilà, est-ce que ces fonctions sont simultanées? Oui, elles doivent être simultanées. Il faut une fonction de thésaurisation et de transaction, sinon on arrive à l'inaboutissement dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas été assez explicite, mais une monnaie qui serait uniquement transactionnelle est une monnaie qui brûlerait les doigts, puisque toute thésaurisation serait vaine, et ça conduit à ce qu'on appelle l'hyperinflation. Donc l'hyperinflation, c'est un phénomène monétaire assez rare, et souvent d'ailleurs organisé par les États eux-mêmes, pour nettoyer leurs propres dettes, qui conduit à ce qu'on imprime des billets plus rapidement que la capacité d'ajuster les prix. Et donc la monnaie doit immédiatement être transformée en un bien réel, parce que sinon elle perd toute valeur, et donc tout billet entre guillemets mis de côté voilà, ne vaut plus que la valeur du papier. C'est ce qui est arrivé en Allemagne en 1923. Et donc l'hyperinflation, c'est une monnaie qui est hyper transactionnelle. Et à l'opposé, une monnaie qui serait uniquement une monnaie de thésaurisation en serait la négation. C'est ce qu'on appelle l'hyperdéflation. Plus personne ne consomme, tout le monde épargne, mais donc si personne ne consomme, la monnaie perd sa propre validité. C'est ce qu'appelait la monnaie morte de Marx. C'est intéressant de noter d'ailleurs qu'il y a eu il y a un théoricien belgo-allemand. En fait, il était né... il est belgo-allemand parce qu'il était né à Saint-Vite, mais avant que les cantons ne soient rédimés après le traité de Versailles, et qui s'appelait Gesell, Silvio Gesell, qui est d'ailleurs un type qui était complètement oublié par l'histoire, jusqu'au moment où Keynes l'a recité dans sa théorie générale. Il lui a consacré 7-8 pages. Il avait inventé un concept étonnant qui s'appelle la monnaie fondante, ou bien l'argent qui rouille, ce qui est un paradoxe parce qu'on sait que l'argent ne rouille pas. Et il avait imaginé une monnaie qui perdrait à intervalles réguliers sa valeur par un phénomène d'estampillage ou de découpe de taille du billet, pour faire simple, à manière telle qu'on soit obligé de consommer, d'utiliser la monnaie au risque de voir ce billet, si on le thésaurise, de voir sa valeur se déprécier à intervalles réguliers. Il avait imaginé que la monnaie devrait perdre, pour rythmer une économie, sa valeur d'un dixième de % par semaine, ce qui donnait une dépréciation globale, s'il y a 52 semaines, de 5,2% par an. En fait, c'est assez intéressant comme concept parce que il avait en fait imaginez ce qu'on fait maintenant, à savoir que les banques centrales peuvent déterminer par l'afflux ou le reflux de monnaie le pourcentage de dépréciation de la monnaie par l'inflation, ce qui s'assimile en fait à un estampillage des billets si on conserve l'argent sans taux d'intérêt. D'ailleurs, toutes les expériences de monnaie romantiques, il y en a une trentaine en Europe, qui sont des monnaies en fait locales pour stimuler le commerce de produits du terroir, ou parfois des monnaies qui sont plus étendues, comme à Berlin, il y a une monnaie parallèle qui s'appelle le Berliner, qui est même d'ailleurs frappée par la Bundesbank. Toutes ces monnaies, en fait, sont basées sur le principe de Silvio Gesell, qui est en fait l'estampillage ou la perte de valeur régulière ou l'imposition, ou la conversion forcée à un taux qui se déprécie, pour justement éviter qu'une monnaie romantique ne devienne un sujet de collection et continue à être utilisée. Et donc ça montre bien que la monnaie n'existe que dans cet espace indéfini entre la thésaurisation et la transaction. Voilà. Alors,
On a déjà parlé de l'origine de la monnaie. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que la monnaie était d'abord un bien qui avait une valeur en tant que tel. C'est ce qu'on appelle une monnaie sui generis. Ça a été du bétail, des esclaves, des femmes, ça a été beaucoup de choses. Et jusqu'à pas longtemps d'ailleurs. À titre anecdotique, j'étais dans le Kentucky ou le Tennessee, je ne sais plus, l'année passée, et un président américain du milieu du 19e, son nom m'échappe maintenant, en fait avait des esclaves. C'était un des présidents avant Lincoln. Et en fait, les esclaves étaient utilisés comme monnaie. À savoir que ce président américain avait adopté un fils qui avait perdu beaucoup d'argent au jeu, et donc il avait apuré les dettes de son fils en cédant des esclaves aux créanciers de son fils. Et comme la monnaie doit porter intérêt, mais il fallait nourrir les esclaves et s'assurer que les femmes étaient assez fertiles pour que ces esclaves puissent eux-mêmes donner naissance à d'autres esclaves et que donc la monnaie ne perde pas sa valeur. Donc même dans le sens le plus épouvantable du terme, la monnaie elle-même, l'humain, devait trouver son équilibre entre une fonction de transaction, à savoir que l'esclave devait être utilisé, avoir une force productive contemporaine, mais une fonction de thésaurisation, à savoir qu'il devait être capable d'être fertile ou suffisamment générateur d'enfants pour que la monnaie ne disparaisse pas par la mort de l'humain. Et progressivement, la monnaie est devenue représentation. C'était d'abord une monnaie métallique, métallurgique, une monnaie aurifère. Et puis on est passé à une monnaie fiduciaire, donc basée sur la confiance, c'est les billets de banque, pour devenir maintenant une monnaie totalement scripturale. C'est singulier parce qu'à l'interface de tout ça, il y a des monnaies qui sont entre la monnaie sui generis et puis la monnaie représentative. Et j'avais trouvé 2-3. C'est le roi Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or, et donc qui est capable en fait de fabriquer de la monnaie sur base de l'humain. Donc il est entre la représentation de lui-même et la capacité de créer une monnaie qui ait une valeur sui generis. C'est la même chose que la poule aux œufs d'or. Donc la poule, elle est là, elle ne vaut rien en tant que telle, mais elle crée de la monnaie. Et puis il y a cette histoire du tatoué de Jean Gabin qui m'a toujours frappé, à savoir qu'on a un humain qui a un tatouage, je crois, de Modigliani sur le dos, et donc l'humain en tant que tel ne vaut que par la pérennité biologique de son être, et pour autant qu'on puisse enlever son tatouage. C'est ce que je crois Louis de Funès essaie de faire pendant le film. Et donc on est passé progressivement d'une monnaie marchandise à une monnaie fiduciaire, avec aujourd'hui ce phénomène de désubstantialisation, à savoir que la monnaie n'a plus de valeur sui generis, mais en est la représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi particulier, c'est que la monnaie fiduciaire est une monnaie qui a perdu sa référence par rapport à des biens. Elle en est la représentation, mais sans plus. Et je vois ça géométriquement qu'une monnaie qui est devenue horizontale plutôt que verticale. À savoir que la monnaie auparavant était cylindrique, c'est-à-dire qu'elle était un bien qu'on pouvait transporter, c'était un stock, et la monnaie fiduciaire et puis scripturale est devenue un flux. C'est-à-dire que c'est une représentation qui se transporte plutôt que le bien qui se transporte. Et ce qui est très compliqué dans le phénomène monétaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à en déterminer ni la quantité ni le prix optimal, et quand on y réfléchit, c'est quand même incroyable qu'on enseigne l'économie comme ça depuis des centaines d'années, mais qu'on est incapable de savoir quelle est la bonne quantité de monnaie et quel est le bon niveau de taux d'intérêt. On n'arrive pas à le faire. Il n'y a que Geisel qui avait imaginé qu'on pourrait imposer ces dépréciations forcées de la monnaie. Mais tout simplement parce que la monnaie est à la fois stock et flux. Avant, elle était stock quand elle était sui generis. On pouvait compter le nombre de pièces d'or qui étaient émises. Aujourd'hui, la monnaie est autogénératrice. Elle se crée par elle-même, par un flux. Et donc, on n'arrive pas sauf à clicher l'économie et à rendre tout le monde immobile pendant quelques secondes, à savoir exactement quelle est la quantité de monnaie qui est en circulation. Ça ramène d'ailleurs, je reviendrai, à l'adage « loans make deposits », qui est en fait consubstantiel au système bancaire, à savoir que pour octroyer un crédit, je dois recevoir un dépôt et donc je crée un flux. Et d'ailleurs, cette singularité va même plus loin parce que les banques centrales sont encore les seules à créer un stock de monnaie, tandis que c'est le système des banques commerciales qui crée le flux de monnaie. Et donc on est passé d'une monnaie que je vois mentalement, en tout cas géométrique, d'une monnaie verticale à une monnaie que je qualifie d'horizontale. C'est d'ailleurs pour ça que l'économiste Jean-Baptiste Say avait dit que finalement la monnaie n'est qu'un voile. La monnaie n'est qu'un voile et n'est qu'une transposition symbolique
d'un certain niveau de flux et d'échanges dans l'économie. C'est en fait voilà, une sorte de filtre entre la perception qu'on a des actes économiques et ce qu'ils représentent vraiment dans l'économie réelle. La monnaie est aussi un phénomène d'étalonnage étatico-social, parce que la monnaie, voire un phénomène dictatorial, parce que la monnaie, et j'y reviendrai, est fondée, en tout cas la crédibilité du phénomène monétaire est basée sur son étatisation, sur son monopole régalien, et donc la monnaie est une façon de donner une valeur graduelle ou scalaire, on va dire, aux différents facteurs de production. L'étatisation de la monnaie est finalement fondamentale, parce que la crédibilité d'une monnaie provient de l'adhésion qu'on lui adosse, mais en même temps, la monnaie s'inscrit dans cette articulation sociale où un être suprême, au sens d'Hegel, je veux dire, un être suprême, l'État, doit jouer un certain rôle. Mais ce qui est particulier, c'est que l'État ne peut pas imposer une monnaie. L'État n'est pas capable d'imposer une monnaie, sauf, puisqu'on pourrait ne pas y croire, sauf, bien sûr, en capturer le monopole d'émission. Et c'est pour ça que la monnaie ne devient crédible par ce phénomène d'adhésion que pour autant, nolens volens, que l'État en capture le fait de le battre, en tout cas le fait de l'imposer à la population. Par exemple, on sait que le dollar, par exemple, ne peut pas être utilisé en Belgique pour faire des achats dans un magasin. C'est l'euro qui est imposé. Donc l'État a capturé, pour assurer la crédibilité du phénomène monétaire et entretenir cette adhésion qui lui est associée, a capturé ce monopole de battre monnaie. D'ailleurs, très rapidement dans l'histoire, les États ont étatisé, ont nationalisé les mines d'or, les mines d'argent dont est extrait le métal pour produire des pièces. Les États se sont octroyés le droit de seigneurage, c'est-à-dire de fabriquer ces pièces, se sont d'ailleurs souvent servies au passage en les rognant. Et aujourd'hui, la monnaie est devenue une sorte d'état de confiance qui est entretenu par les banques centrales. C'est intéressant de noter que les régimes dirigistes sont encore des régimes dans lesquels les monnaies ne sont pas totalement convertibles, ce qui n'est pas un hasard. La devise chinoise et la devise indienne ne sont pas totalement convertibles parce que le degré de démocratie de ces pays est moins grand que chez nous. Finalement, la convertibilité d'une monnaie est un signe de démocratie, nonobstant le fait que l'État garde le privilège de battre monnaie. Et donc voilà, c'est un phénomène très compliqué, et c'est pour ça que je n'arrive pas moi-même à bien situer ce phénomène monétaire, parce qu'on est à la fois dans un contexte d'adhésion volontaire, mais en même temps dans un contexte d'imposition de cette adhésion par l'État. Et donc la monnaie joue un rôle relationnel entre le citoyen, le contribuable et la formulation étatique qu'il a choisie par, entre autres, la monnaie. Sachant en plus que tant la dette publique que l'impôt sont levés au travers d'un étalon monétaire que l'État impose, à savoir la monnaie qu'indirectement il frappe lui-même. Et c'est pour ça que les États ne veulent pas avoir de monnaie privée, de monnaie parallèle, qui serait en concurrence avec les monnaies qui sont utilisées par l'État lui-même pour justement lever l'impôt et finalement rembourser la dette publique. Donc c'est assez compliqué, c'est un peu imprécis. Voilà. Alors, comment est-ce que les États contrôlent la monnaie ? Il faut d'abord poser la question de savoir qui crée la monnaie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas capable de déterminer la quantité optimale de monnaie et encore moins son prix, sachant que le prix et la quantité sont liés, ça rend les choses d'autant plus compliquées. Donc il y a, je le disais, les banques centrales qui créent la monnaie. Elles créent là incontestablement un stock de monnaie qui est mesuré par la taille de leur bilan. Voilà. Donc le bilan d'une banque centrale augmente, il y a de la monnaie qui est créée, il baisse, il y a de la monnaie qui est détruite. Peter Pratt, d'ailleurs, qui est maintenant le chief économiste de la Banque centrale européenne, me disait quand j'étais son étudiant, il disait c'est facile à comprendre, quand le bilan d'une banque centrale augmente, on imprime des billets, quand il baisse, c'est comme si on mettait des billets dans un four et qu'on les brûlait. Voilà, ça c'est compréhensible. Et puis à côté de ça, mais ça ne représente qu'à peu près 10% du stock monétaire, même moins.
Et à côté de ça, il y a tout le système des banques commerciales et ce flux qui est créé en permanence et qui est accéléré ou tempéré par différentes régulations, différentes indications en matière de taux d'intérêt, mais sans qu'il soit possible correctement de déterminer le degré de fluidité ou de viscosité du flux monétaire. Par exemple, maintenant, on est dans une tendance qui est clairement déflationniste et un peu récessionnaire, le système bancaire est visqueux quant à la création du flux monétaire. Quand par contre l'économie est dans de bonnes dispositions et qu'on est comme en 2006 dans des situations inflationnistes, mais le système va trop vite, il est trop fluide. Et donc très compliqué de déterminer le niveau de granularité qu'on doit imposer à un secteur bancaire. Voilà. Et donc ce qui est aussi, alors quand on s'intéresse aux banques privées, puis je vous dis que c'était un flux, et de nouveau, je n'arrive pas moi-même à bien partager ce sentiment, c'est que ce qui compte finalement n'est pas le flux en tant que tel, mais l'accélération du flux monétaire. Voilà. Donc même si on clichait, si je rendais immobile, comme on le voit dans certains films de science-fiction, si je clichais le monde et que j'arrivais chez chacun d'entre vous à compter le montant de monnaie dont il dispose ou dont il est redevable sous forme d'emprunt, c'est pas ça qui est important. C'est la rapidité avec laquelle le flux va se disperser, va s'auto-générer. Et c'est pour ça que quand on s'intéresse à la monnaie, à savoir à sa quantité, à son prix, les deux données sont corrélées d'une manière qui est imprécise, puisque le prix de la monnaie va dépendre de la rapidité avec laquelle la quantité va elle-même évoluer. Par exemple, maintenant, on a créé beaucoup de monnaie, mais la monnaie ne circule pas. Donc, on a beau créer de la monnaie ne circule pas, et la meilleure preuve en est que le taux d'intérêt devient bas, voire négatif, je reviendrai, ce qui veut dire que la monnaie s'auto-freine au rythme de sa propre création, pour différents phénomènes économiques qu'on arrive un peu à identifier, ou en tout cas très très vaguement. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais pour les mathématiciens quelque chose qui est path dependent, c'est-à-dire qu'il y a les deux données sont autocorrélées dans une certaine mesure. Voilà. Alors, à partir du moment où j'aurais peut-être dû mettre ce slide précédemment, à partir du moment où on comprend comment est créée la monnaie, à partir du moment où on comprend que les États capturent à tout le moins une partie du phénomène monétaire en imposant son utilisation et en contrôlant les banques centrales qui sont les créateurs du stock de monnaie, on comprend pourquoi les États ont souvent dévoyé leur monnaie. Finalement, c'est compliqué à expliquer, c'est que la dette publique en tant que telle ne devrait pas exister, ou en tout cas devrait être très très modique, parce que la dette publique est, à moins qu'en permanence on espère des taux de croissance, de prospérité future plus importants que le prix de la monnaie contemporaine, c'est-à-dire qu'on emprunte à 2% parce qu'on croit que la prospérité future sera en permanence de 4%, mais ce qui est une impossibilité mathématique, parce que si la prospérité future est de 4%, alors le taux d'intérêt devrait être maintenant de 4% et pas de 2%. On comprend qu'un État devrait être modiquement endetté. Malheureusement, les États sont souvent dans une logique d'emprunter la prospérité du bien-être, de la prospérité future au profit du bien-être contemporain. Et ça se fait au travers du phénomène monétaire, qui lui-même trouve son reflet dans le phénomène de l'endettement public. On endette, sans leur demander leur avis, les futures générations pour profiter maintenant d'une quantité de monnaie dont on espère que le remboursement pourrait être opéré par les futures générations. Et on parle bien des mêmes choses, parce que la dette publique est s'il tenait une comptabilité en partie double, est au passif des États, tandis que les billets sont au passif des banques centrales. Et si on cylindrise les États et les banques centrales, on a bien deux éléments de passif qui sont les représentations transitives l'une de l'autre. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que les États, pour répondre à différents phénomènes de demande de bien-être contemporain, anticipent la prospérité future, et cette anticipation se symbolise par une dette publique qui doit être remboursée par de la monnaie, ou en tout cas financée par de la monnaie. Et donc, il arrive à un moment où il n'est pas possible à un État d'honorer ce remboursement de dette publique,
ou en tout cas de l'honorer avec une unité monétaire qui a gardé le pouvoir d'achat qu'il avait au moment où la dette a été contractée. Et c'est pour ça que finalement les États suscitent eux-mêmes l'inflation, c'est-à-dire la dépréciation de la monnaie, pour ne pas devoir rembourser avec le même pouvoir d'achat l'argent qu'ils ont emprunté aux futures générations. Et c'est pour ça qu'un État trop endetté est naturellement inflationniste, ou fait défaut, ça peut arriver aussi, parce qu'il n'arrive pas à imposer le remboursement, on va dire, au marc de pouvoir d'achat, le franc, le pouvoir d'achat qu'il a emprunté aux futures générations. Et donc voilà, ça conduit au fait que les États qui sont... Et ça aussi c'est très compliqué parce que ça veut dire que la monnaie est elle-même dépendante, en tout cas la quantité de monnaie, la viscosité, la fluidité, la rapidité, l'accélération du flux monétaire sont aussi corrélées, dépendantes du rythme auquel l'État s'endette et en tout cas de la stabilité de l'ordre social que l'État est capable d'imposer pour le remboursement de sa propre dette. Donc ce sont un ensemble de phénomènes qui sont imprécis, qui créent un magma comme ça très compliqué à appréhender. Ça avait d'ailleurs, donc je disais, un endettement public excessif conduit généralement au dévoiement de la monnaie, et ça avait conduit d'ailleurs Marx, qui je pense, je me pense simplement, parce que je n'ai pas lu beaucoup d'économistes, mais je pense que c'est l'homme qui avait le mieux compris la monnaie et la dette publique. Dans un de ses livres qui s'appelle La monnaie, qui je me demande, je crois, je l'ai sous forme de livre isolé, mais c'est peut-être un chapitre du Capital, il explique en fait il explique le circuit monétaire, mais surtout il dit, mais finalement, que tant la monnaie que l'endettement public, qui sont des représentations, on va dire, plus ou moins du même phénomène, sont des capitaux fictifs. Parce que leur réalité est contingente à la stabilité de l'ordre socio-étatique. Si un jour le système explose, il y a une révolution, mais la symbolique du phénomène monétaire, de la dette, disparaît. C'est le cas des emprunts russes en 17, ou des monnaies hyper inflatées comme le mark en 1923. Et que donc finalement, la monnaie peut disparaître si l'État n'adosse plus la crédibilité que nous, citoyens, lui donnons au phénomène monétaire. Et là, on retrouve cette espèce de looping, on va dire, entre tous les concepts, c'est que nous espérons, au travers de la monnaie que nous possédons, que nous thésaurisons plutôt, et par les dettes publiques que nous possédons, et indirectement par les comptes bancaires qui sont eux-mêmes réinvestis dans des obligations d'État, nous espérons, par l'adhésion à ces symboles, que l'État restera suffisamment stable pour honorer la qualité des symboles dont nous entretenons nous-mêmes l'alimentation. C'est très, très, très compliqué. Vous voyez, on arrive à des choses compliquées. Et d'ailleurs, j'avais une discussion avec Piketty à ce niveau-là, parce que, donc, grâce à Paul Magnette, il y a, je crois, 1 an et demi, j'avais eu l'occasion d'être l'humble discutant, comme on dit dans le domaine académique, de Thomas Piketty quand il était venu à l'ULB. Et j'avais parlé avec lui après. Il y avait une chose qui m'a frappé dans son livre, c'est que, bon, il démontre... Piketty n'a pas fait une théorie générale. Piketty il a fait un travail statistique qui est incomparable, qui est... alors il arrive à une conclusion qui est de dire que le taux de croissance du capital dépasse le taux de croissance de l'économie, ce qui conceptuellement est impossible à long terme, parce que sinon ça ramènerait au fait qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui possède les richesses du monde entier. Il suffit que quelqu'un prenne un revolver, la batte et puis tout est remis d'aplomb. Mais je lui avais dit, il me semble humblement que vous confondez capital, son titre c'est Capital au XXIe siècle, et monnaie. Monnaie ne vaut pas capital, monnaie ne vaut pas richesse, monnaie ne vaut qu'expression fugace, temporaire, de ce qu'on croit être le capital, mais finalement, la monnaie n'a que la crédibilité qu'on veut bien lui donner. Donc quelqu'un qui met 1 milliard d'euros dans un coffre, qu'est-ce qu'il a à part du papier? Rien. Il suffit simplement qu'on lui dise du jour au lendemain que la monnaie ne vaut plus rien. Hein. Il y avait une phrase extraordinaire, d'ailleurs, dans ce fameux livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, le Sermon sur la chute de Rome, là, qui avait gagné un prix récemment, où il parle à un moment de cet homme qui a travaillé toute sa vie pour se rendre compte que la monnaie qu'il avait épargnée n'avait plus cours légal. C'est un peu la même chose. Hein. Monnaie ne vaut pas capital. Et ça ramène d'ailleurs à un autre concept marxiste, à savoir que la monnaie est de loin en loin du capital accumulé. C'est vrai que la monnaie, c'est aussi compliqué à comprendre, et je ne suis pas sûr de bien appréhender le phénomène. La monnaie est une expression qui est basée sur sa crédibilité future, parce que si on sait que la monnaie ne vaut rien demain, elle ne peut que ne valoir rien aujourd'hui. Mais en
en supposant, et Marx a écrit sa théorie à une époque où finalement il était dans une économie d'accumulation, de capitalisation plutôt que d'actualisation du futur, mais à supposer que la monnaie soit uniquement du travail passé qui soit accumulé, qui soit mis en réserve, on comprend que l'endettement public devient un arbitrage entre la pérennité du capital passé et entre la pérennité du travail passé sous forme de capital et l'imposition du remboursement de cette même dette publique au travail futur, c'est-à-dire au travail des futures générations. Donc si je possède un élément de dette publique qui est transformable en monnaie, je possède du travail passé qui a été accumulé par d'autres, par moi, dont j'ai hérité, que sais-je. Et en fait, ce travail passé ne sera validé, si c'est une créance sur l'État, que par la capacité de l'État à imposer un prélèvement sur le travail futur. Et c'est pour ça que, finalement, la dette publique a quelque chose de très, très injuste, ou en tout cas oppose les deux facteurs de production, qui sont les facteurs de production capital et travail, puisqu'il y a une tension entre l'imposition, l'extraction qu'on sera capable d'imposer au travail futur pour garantir le travail passé. Et c'est pour ça que, je crois, dans la théorie marxiste, finalement, il disait... Tout doit s'arrêter un jour, on dévoie la monnaie, c'était un capital fictif, parce qu'il suffit qu'on dise que le travail passé n'est pas important et que seul le travail futur compte pour que la monnaie, de facto, n'ait plus la moindre valeur et encore moins la dette publique. Donc on est dans des concepts aussi d'opposition des facteurs de production. Voilà. Alors, j'avais dit que je vous parlais de quelques auteurs. Finalement, en matière de théorie monétaire, il y a quelques types, je citais Marx, qui s'y sont intéressés, mais il y a une opposition qu'on fait entre, et c'est un autre chapitre dans l'exposé, qu'on fait entre, on va dire, deux grandes théories, ce qu'on appelle la théorie classique et la... Il vous reste 5 minutes. Ah, la théorie quantitative, oui. Mais alors, je vais peut-être aller beaucoup plus vite. Je vais passer cette partie qui est peut-être moins intéressante. Peut-être pour attendez, parce que je vais... Attendez, ça m'embête un peu. Oui, excusez-moi, je perds un peu le fil de mes idées, mais je vais peut-être... voilà. Peut-être un mot sur ça. Enfin, excusez-moi, donc c'est un peu décalé, je m'en excuse. Mais donc voilà, je vous dis que je parlerai de la monnaie contemporaine, de l'euro. On vit des circonstances économiques extrêmement particulières maintenant, avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui est inconnu depuis le début des temps. Et c'est d'ailleurs presque impossible à conceptualiser, puisque si le taux d'intérêt, et j'aurais voulu en parler, est le prix du temps, mais le temps ne peut pas devenir négatif, sauf à faire renverser le vecteur de temps de Saint-Augustin, mais ça devient vraiment très très compliqué. Et donc, situation extrêmement bizarre, qui est un signe de déflation. Et en fait, on a des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une façon d'imposer de l'inflation à la monnaie en lui faisant perdre sa valeur par la thésaurisation. Donc, bizarrement, alors que dans un monde normal, une monnaie, pour être inflationniste, doit être transactionnelle et pas de thésaurisation, ici, on décourage la thésaurisation pour faire basculer la monnaie vers son caractère transactionnel en pénalisant la monnaie qui est épargnée plutôt que consommée maintenant. Donc c'est assez bizarre. Et on retrouve... j'aurais voulu en parler, mais différents attributs monétaires, en tout cas différentes empreintes. En tout cas, on est dans une monnaie européenne qui est devenue une monnaie ascétique, qui est vraiment une monnaie luthérienne, une monnaie allemande, tandis que les Américains, qui sont des païens monétaires, ont une vision tout à fait différente de la monnaie. La monnaie, chez les Américains, est utilisée comme outil de stimulation de l'économie. On imprime des billets si on a besoin d'en imprimer, tandis que dans nos économies, il y a cette empreinte, on va dire, de discipline qui fait que la monnaie, au travers de la dette publique, ne peut être créée qu'au travers de l'épargne domestique. Voilà. Enfin, je vais pas... ça fera l'objet d'un autre exposé. Et finalement, je vais arriver à ma conclusion pour ne pas voilà, casser le rythme du séminaire. Donc finalement, ma question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que... Je vous ai dit que je vous laisse avec plus d'interrogations que de réponses. De quoi est-ce que la monnaie est une
et l'avertissement, mais sans doute que c'est un phénomène qui est totalement éphémère et circonstanciel, qui n'a aucune pérennité, que c'est une projection de l'inconscient collectif, que c'est peut-être simplement une formulation simplifiée du temps. D'ailleurs, on dit que le taux d'intérêt a été inventé pour valider la monnaie, parce que si on a une monnaie qui ne paye pas de taux d'intérêt, ça pose d'ailleurs la question des taux d'intérêt négatifs, on pourrait croire qu'elle n'existe pas. Le fait d'avoir un taux d'intérêt valide l'existence du capital exprimé sous forme de monnaie, en tout cas qu'on a prêté à quelqu'un. Et c'est en plus un phénomène d'étalonnage, ou en tout cas de contrôle public sur les faits de commerce. Mais donc, en conclusion de cette présentation, le signifiant de la monnaie est tout à fait insaisissable. La monnaie est un artefact, c'est-à-dire ce qu'on appelle en physique un phénomène créé de toutes pièces par des conditions expérimentales, dépourvues de toute signification, enfin probablement de toute signification théorique. Ça explique d'ailleurs pourquoi l'ordre monétaire est toujours subordonné à l'ordre social. Une monnaie ne peut pas discipliner une économie. On le voit d'ailleurs en Grèce maintenant, un symbole ne peut pas, qui ne suscite pas l'adhésion, ne peut pas discipliner une économie réelle, une économie productive, une économie de physique. Et donc il arrive un moment où si ça ne va pas, on change de monnaie, plutôt qu'on change d'ordre social. Et l'erreur qu'on est en train de faire en Europe maintenant, c'est de croire que le symbole monétaire va, par une adhésion forcée, discipliner toutes les économies réelles, alors qu'elles sont manifestement divergentes. Ça, c'est une erreur sociologique absolument élémentaire. On pourrait qualifier la monnaie d'archétype sociopolitique, mais ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que la monnaie renvoie à ce qui la garantit, et c'est ça le phénomène circulaire du raisonnement, c'est-à-dire que nous donnons à la monnaie la crédibilité au travers de l'État que nous espérons qu'elle nous garantira dans le futur au travers de la thésaurisation, et donc la monnaie doit s'adosser à un niveau de confiance qui est supérieur à sa quantité. Donc en fait, très, très bizarrement, c'est comme la monnaie, c'est quoi? C'est comme si chacun nous donnions une unité de confiance à l'État, ou en tout cas aux banques centrales, pour construire un mur de confiance, ou un agrégat de confiance, qui est supérieur à la quantité de monnaie qui est elle-même émise, ou en tout cas en circulation. Donc on donne par des atomes de confiance une crédibilité à ce dont on espère qu'il gardera sa pérennité. Et donc c'est un concept finalement, c'est pour ça que je reste en questionnement devant ça, c'est un concept que je vois plutôt en lévitation, en suspension, parce que comment conceptualiser le fait qu'on agrège des unités de confiance de manière stable ou de manière pérenne, c'est quasiment impossible à faire. Et donc voilà, et finalement la monnaie n'est peut-être qu'un signe. Et je m'étais dit finalement, ça avait été la conclusion du livre que j'avais commis après cette présentation à l'Académie il y a 2-3 ans, que finalement les monnaies ressemblent aux dieux. Je suis certain, c'est pour ça que je vous parlais de Juno Moneta au début de l'exposé, les monnaies comme les dieux n'existent que le temps d'avoir des adeptes, hein, et on change de monnaie comme de dieu. D'ailleurs, tous les phénomènes religieux sont liés à des phénomènes monétaires. Si Constantin a imposé l'Église catholique comme religion d'État, ce dont je ne suis pas sûr qui était l'idée originelle de Jésus, qui était un rebelle, c'est parce qu'il a pu limiter le financement des cultes et surtout prendre l'or des chrétiens. Et alors j'avais écrit, et je vous laisserai avec cette pensée, qu'il faut peut-être mourir assez tard avant de savoir que Dieu existe, et assez tôt avant de savoir que la monnaie ne vaut peut-être rien. Voilà. Je vous remercie.